Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse en cette semaine spéciale syndicale. Le dossier du jour sera consacré au syndicalisme au féminin. Et au sommaire également de cette Africa Newsroom, reprise du dialogue au Soudan du Sud, au Burundi, report officiel des élections. La Banque africaine du développement, la BAD, invitée à devenir le leader de l'intégration régionale. Et puis nous verrons également qu'au Cameroun, les autorités octroient 75% des marchés aux entreprises locales. Ils sont avec nous autour de ce plateau pour en débattre. Nos éditorialistes, Malik Hacher. Malik, bienvenue. Bonsoir Amira, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Et Jean-François Akanji-Kombe. Jean-François, bienvenue parmi nous. Merci de votre accueil Amira, le même plaisir que d'habitude, augmenté de l'arrivée du week-end pour tous. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Reprise du dialogue au Soudan du Sud depuis décembre 2013. Les rebelles fidèles à l'ancien vice-président Riek Machar et l'armée loyaliste du président Salva Kiir s'affrontent, faisant des milliers de victimes et des millions de réfugiés et de déplacés, alors que les cessez-le-feu conclus entre les deux parties sont régulièrement violés. Cette reprise des négociations apparaît donc comme un nouvel espoir de parvenir enfin à une paix durable. On fait le point sur la situation avec ce sujet d'Ibrahima Dioumaba. Au Soudan du Sud, d'anciens détenus politiques arrêtés en 2013 lors de la crise du parti au pouvoir SPLM ont rencontré le président Salva Kiir dans le but de le réunifier. La rencontre a eu lieu dans la capitale Djouba en présence d'un groupe de facilitateurs africains conduit par le vice-président sud-africain Cyril Ramaphosa. Nous ne devrions pas jeter ces processus, d'autant plus important qu'ils cherchent à aller à la source réelle du problème où ils étaient en désaccord au sein du parti. Et ce que nous comptons faire, c'est d'unir le parti une fois de plus pour obtenir des leaders qu'ils entament des discussions les uns avec les autres pour faire fonctionner le parti comme il le devrait, en tant que parti qui dirige le gouvernement ici au Soudan du Sud. Depuis 2013, le Soudan du Sud est confronté à une crise politique à la suite du limogeage de l'ancien vice-président Riek Machar. 10 leaders politiques ont été arrêtés à l'époque. Ils vivaient en exil au Kenya. Ceux qui sont déjà rentrés depuis lundi à Djouba se disent préoccupés par la crise qui mine leur pays. Nous avons vraiment honte. Si vous voyez notre peuple, ce qui se passe aujourd'hui, la souffrance que nos populations endurent, en tant que leaders, nous ne pouvons pas vivre de cette façon. C'est un mauvais point pour nous en tant que dirigeants et nous prenons la responsabilité collective de tout ce qui arrive. Nous sommes heureux que la réunion que nous avons tenue aujourd'hui nous ait permis d'avancer, à savoir faire un pas en direction de la paix. Les médiateurs tentent de relancer les pourparlers de paix soutenus par les pays africains entamés en Éthiopie il y a quelques mois. 2 millions de personnes ont fui leur maison depuis le début du conflit armé. Ils sont près de 34 420 civils à vivre dans des camps à travers le pays. Ils y organisent souvent des tournois sportifs pour promouvoir la paix. Alors Malik, des nouvelles négociations, si on peut appeler ça des nouvelles négociations, parce que si j'ai bien compris, Riek Machar n'était pas présent lors de ces discussions. Alors qu'est-ce qu'on peut en attendre? Est-ce qu'on peut vraiment en attendre quelque chose aujourd'hui? Pour tout vous dire, Amira, sincèrement, les tenants et les aboutissants de ce conflit sont très obscurs. Moi, je suis perplexe face à la reprise des négociations en l'absence en plus de Riek Machar. Je pense qu'on est en présence de deux partis qui sont quand même jusqu'au boutiste, faut le savoir. Deux partis qui ne voient pas que dans leur pays, il y a un véritable bain de sang qui est en train de se dérouler. Que la communauté internationale aussi est responsable de son inactivisme, de l'Afrique, de l'Union africaine. Et là, il faut dire les choses. J'espère que c'est. Qu'est-ce qui veut dire que l'Union africaine est complètement inactive et qu'elle s'est pas assez investie, voire pas du tout? Pas du tout. Moi, j'ai l'impression qu'on délègue ça à l'autorité intergouvernementale de l'Afrique de l'Est, qui est affiliée aussi à l'Union africaine, il faut le dire. Mais il n'y a pas eu de progrès, il n'y a pas eu de sanctions, il n'y a pas eu de véritable intervention. Qu'est-ce qu'on fait pour protéger la population civile aujourd'hui au Soudan du Sud? On ne fait rien. Donc j'espère que la reprise de ces négociations vont au moins déboucher sur un cessez-le-feu durable. Il y a eu des dizaines de cessez-le-feu qui n'ont pas été respectés. Qui ont tous été violés, il faut le rappeler. Violés de part et d'autre.
Alors c'est vrai, Jean-François, on a du mal à comprendre au vu de la situation actuelle, des milliers de victimes, des millions de déplacés et de réfugiés. La situation est catastrophique et on attend toujours une réaction de l'Union africaine, une sanction, et pourtant rien n'est encore tombé aujourd'hui. Ben on attend toujours, Amira, vous avez mis le doigt sur, à mon avis, le nœud de ce conflit. Nous en avons discuté plusieurs fois ici, nous avons fait des analyses à froid, mais j'ai envie simplement de vous dire, au regard de ce que je viens de voir, que j'ai honte. En tant qu'Africain, j'ai honte. J'ai honte non seulement parce que vous avez évoqué l'Union africaine, j'y viendrai, mais d'abord, vous avez vu ces hommes qui souriaient, qui étaient bien habillés, qui allaient dans des hôtels luxueux, sans doute pour manger et boire, pendant que nous avions de l'autre côté des images qu'ils ont produites. On peut parler d'indécence. C'est eux qui l'ont produit. J'ai honte qu'il n'ait pas honte de faire ça et de poursuivre et d'aller à des négociations qui, manifestement, c'est un jeu de rôle. C'est un jeu de rôle entre des personnes pendant que d'autres souffrent. L'Union africaine vient ensuite. Il appartient d'abord aux personnalités politiques de ce pays, du Soudan du Sud, qui n'ont pas d'autre légitimité que celle de faire le bonheur de leur peuple, de réduire ça, de lever cette honte que nous sommes en train d'avoir. Alors Malik, peut-être revenir rapidement sur les propos du coordinateur de l'aide humanitaire de l'ONU au Sud-Soudan. D'ailleurs, il a été expulsé par les autorités sud-soudanaises pour ses propos, parce qu'il a prédit l'effondrement total du pays. Que pensez-vous de ces propos ? Je pense que ce ne sont pas des propos irresponsables. Il a analysé une situation, il a dit ce qu'il pensait. Maintenant, si on peut dire ce qu'on pense et si on ne fait pas état de la gravité de la situation, c'est grave, justement. Expulser un représentant de l'ONU, quand même, je pense que c'est une mauvaise décision du Soudan du Sud de faire cela, et ça prouve que finalement il y a une opacité telle dans ce pays qu'on ne peut même pas intervenir et faire un état vraiment réel de la situation, parce qu'il y a des déplacés toujours, il y a des morts tous les jours, et ça on ne le sait pas. Et c'est une cause sur le plan international qui a été oubliée. Mais alors Jean-François, Malik et vous parliez de sanctions. Quelles sanctions doivent être prises aujourd'hui ? Mais vous savez, le Soudan du Sud a hérité d'un certain nombre de conventions internationales, et le Soudan du Sud est comme tous les pays de la communauté internationale. Sanctions économiques, sanctions diplomatiques, pourquoi pas. Le Soudan du Sud a fait l'objet d'une résolution du Conseil de sécurité qui est une décision. Intervention armée, musclée, au profit de la population. Aujourd'hui, il y a aux Nations Unies un concept qui s'appelle la responsabilité de protéger. Si vous ne réussissez pas et que vous êtes dans la situation, même voire la moitié de la situation qui se trouve au Soudan du Sud, la communauté internationale a l'obligation d'intervenir pour protéger la population par tous les moyens. Et ce que je dis là, j'en appelle évidemment à la communauté internationale pour dérouler l'ensemble de cela. Il y en a marre de voir des morts au cœur de l'Afrique, au Soudan du Sud, ce pays, depuis le début. Depuis son indépendance, les populations de ce pays, est-ce qu'on les a vues vivre paisiblement ? Aucun jour. Aucun jour. Et donc, les sanctions sont à la disposition de la communauté internationale. Maintenant, il reste la volonté politique de les déployer. J'espère qu'ils les déploieront. Et au Burundi, les élections législatives et communales initialement prévues le 5 juin ont été reportées à une date ultérieure. Il en est de même pour le scrutin présidentiel qui devait se tenir le 26 juin. Ce report devrait permettre de poursuivre les discussions sur de nombreux points de discorde entre opposition et gouvernement. Notons également que 17 formations et partis d'opposition du Burundi récusent l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs, Saïd Djinnit. Il demande un nouveau médiateur et l'accuse d'ailleurs de partialité. On fait le point avec Ibrahim Ndiaye. Report de la présidentielle au Burundi. Les autorités burundaises ont répondu favorablement à la demande des États de l'Afrique de l'Est. Les chefs d'État de l'Organisation sous-régionale de l'Afrique de l'Est avaient demandé, lors de leur sommet du 31 mai 2015 à Dar es Salaam en Tanzanie, le report des élections au Burundi. Le gouvernement burundais a annoncé que l'élection présidentielle prévue le 26 juin aura lieu avant le 26 août 2015. Mais pour la société civile, la priorité est ailleurs, notamment la lutte contre l'insécurité et le renoncement à un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Le report des élections ne résout pas de problème par rapport à l'organisation des élections. Parce que le premier problème, c'est qu'il y a une insécurité à Bujumbura et il y a une insécurité à l'intérieur du pays. Il y a des manifestations de contestation du troisième mandat du président Nkurunziza. Donc, au lieu de se précipiter à donner des calendriers pour les élections, il aurait fallu d'abord amener la sécurité dans le pays. Il aurait fallu d'abord désarmer les milices Imbonerakure.
et puisqu'on ne peut pas vraiment entrer dans le processus électoral alors qu'il y a des manifestations, alors qu'il y a des tueries, des enlèvements, qu'il y a des assassinats ciblés et qui se font par des agents de l'État. Sur le plan des négociations, 17 partis et organisations politiques ont affirmé ce mercredi 4 juin leur engagement à poursuivre le dialogue pour l'organisation d'élections libres et apaisées. Ce report devrait donc favoriser le dialogue entre les différents acteurs du conflit. Le report des élections par le gouvernement est une bonne chose. D'abord, ça permet de réfléchir, de pouvoir discuter si jamais ils vont dans le sens de ce qui a été décidé par le président de l'East Africa. Et ça permet aussi à l'opposition de réfléchir si l'opposition peut négocier ou pas. Donc, on peut saluer ce report. La sécurité au niveau du pays peut se décider justement pendant ce report. C'est pendant ce report qu'il peut y avoir des discussions pour voir qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la sécurité, au niveau du désarmement des Imbonerakure. Il faut toujours un report avant tout. Sinon, s'il y avait les élections, on ne pouvait pas décider pour autre chose. Donc, ça pourrait, si vraiment le gouvernement est de bonne foi et si l'opposition accepte la main tendue, on pourrait dire que ça peut évoluer dans le sens qui peut favoriser la paix au Burundi. Les élections législatives ont également été reportées. Rappelons que la date du 26 août correspond à la limite du délai prévu par la Constitution pour l'organisation des élections. Jean-François, est-ce que dans le fond, c'est une bonne nouvelle ce report d'1 mois et demi ou ça ne change rien ? C'est une nécessité, Amira, dans le contexte que nous connaissons au Burundi, c'est une nécessité de reporter les élections. Mais maintenant, il y a la question de savoir jusqu'où on fait ce report. Nous sommes quand même dans un cadre constitutionnel aujourd'hui, on n'est pas dans une période de transition au Burundi. Donc il faut respecter les délais constitutionnels. Il ne semble pas que le président ait annoncé qu'il respecterait les délais constitutionnels, donc c'est le premier point. Le deuxième point, me semble-t-il, c'est que on peut reporter parce qu'il s'agit d'arriver à négocier, mais le nœud du problème, il est toujours là. C'est la question du troisième mandat. C'est là-dessus que le bas blesse. Et si on respecte les délais constitutionnels dans le cadre constitutionnel, on devrait pouvoir respecter aussi la question de la durée des mandats ou du nombre de mandats dans le même cadre constitutionnel. J'espère que c'est vers cela qu'on ira, mais je ne suis pas trop optimiste et je ne prends pas des vessies pour des lanternes pour l'instant. Puisque Malik, on a du mal à saisir parce qu'on propose un report d'1 mois et demi dans l'espoir que la situation change. Or, on sait très bien que le président Pierre Nkurunziza a une politique jusqu'au boutiste et qu'il ne renoncera pas à son troisième mandat. Tout à fait. C'est marrant, on report alors que le point qui est le troisième mandat est toujours là et c'est le point de tension. Donc c'est incompréhensible. Mais je pense que Pierre Nkurunziza, là, est en train de gagner. Il va gagner, je pense. Je pense qu'il va vers un troisième mandat. C'est mon avis. Pourquoi ? Parce que maintenant, il y a la communauté des États d'Afrique de l'Est qui prend le relais de cette question, finalement, pour pacifier les choses. Et qui on a le Rwanda de Kagame, qui est quand même à la tête du pays depuis fort longtemps, qui est un habitué quand même des mandats. Et on a Museveni de l'Ouganda, qui est un habitué encore plus des mandats présidentiels. Donc là, je pense que la légitimité de Pierre Nkurunziza a été réaffirmée. Et la question du troisième mandat, finalement, elle va plus se poser, à moins qu'il y ait encore une autre révolte populaire. Mais maintenant, le Burundi apparaît vraiment comme un pays fermé. Après ce qui s'est passé, avec un renforcement de la sécurité, un renforcement de la répression. Donc c'est difficile, c'est très difficile pour le peuple qui a peur. Le peuple burundais le dit, ils ont peur de manifester, ils ont peur de revendiquer. Le mouvement d'opposition s'est d'ailleurs un peu affaibli ces dernières semaines. Et puis maintenant, on est dans le cadre des négociations. Vous avez des partis de l'opposition qui avaient une véritable rupture avec le président burundais et finalement qui maintenant sont prêts à des négociations. Mais quelles négociations ? Jean-François ? Mais qu'est-ce qu'on négocie tu as raison de le souligner. Qu'est-ce qu'on négocie? Et dans le contexte d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose qui est négociable? Est-ce que la Constitution est négociable entre le pouvoir et l'opposition? Je ne crois pas. Simplement, on est dans une sorte, j'ai dit tout à l'heure, jeu de rôle, mais c'est un jeu cynique. Dans le cas qui nous intéresse ici, et on repousse dans un mois les élections, dans un contexte qui a été parfaitement décrit par Malik, qui est un contexte d'État policier, même je dirais d'État militarisé, où la moindre opposition politique peut être considérée comme une tentative de déstabilisation du pays. Donc vous imaginez un peu, on va à supposer que ces élections se tiennent dans les conditions que veut le président burundais actuel. De mon point de vue, ce ne sont pas des élections transparentes et démocratiques. Mais bon, on verra. On est là pour commenter la suite.
Malik, vous vouliez rajouter? Jean-François, et je pense que comment on peut organiser des élections, une élection présidentielle dans une telle atmosphère? Est-ce que les Burundais vont massivement voter? J'en doute. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.